Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez le podcast, votre podcast d'Airsoft, pour une nouvelle émission au format carton. C'est dans ces émissions que nous partageons avec les organisateurs leur retour d'expérience dopée. Mais alors, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la plume blanche? Ce doux nom de challenge résonne aux oreilles des amateurs de Bolt depuis quelques années. Mais derrière ces mots se cache un challenge hardcore à destination des binômes les plus préparés. Crossroad, lui, est né pour pouvoir préparer les binômes qui souhaitaient s'attaquer à la légendaire plume blanche, en leur donnant les bases de ce challenge. Et aujourd'hui, nous sommes avec Mino et Camille, les créateurs du challenge Crossroad. Si vous vous posez tout un tas de questions telles que quel est le contexte de création de ce challenge, comment Crossroad a évolué au fil des ans, quelle est la préparation qui a été demandée pour la quatrième édition, et un court partage de ce que j'ai pu vivre au cours de ce challenge, vous aurez les réponses après le générique. Et nous voici de retour, chers auditeurs. Je suis en compagnie de Mino et de Camille. Et étant donné que c'est la première fois que vous entendez ces voix autour de la table, nous allons commencer par le classique tour de table afin qu'ils puissent se présenter. Moi, c'est Mino. J'ai commencé l'airsoft en 2008. Je me suis très vite rapproché d'une équipe locale du centre Var. C'était les Contracteurs 83 à l'époque. En tant que sniper, parce que c'était quelque chose qui m'attirait énormément, même si tout le monde a toujours dit qu'il ne faut jamais commencer par le sniper. Moi, j'ai vraiment commencé par ça et je me suis très vite, en 2010, retrouvé à ma première participation à la plume blanche. C'est ça qui a tout déclenché. C'est-à-dire que quand j'ai vu la philosophie, les attitudes de jeu, que le challenge en lui-même donnait, c'est vraiment ça qui m'a conquis. J'avais fait un peu comme tout le monde, commencer par tout ce qui était les dominicales, les matchs à mort, les captures de drapeaux et compagnie, où je m'ennuyais un peu et à partir de la première plume blanche, ça s'est déclenché. Donc c'est ma rencontre avec Strike et Todd qui a donné naissance à ce que je pratique aujourd'hui, qui est le milsim. Et c'est vraiment, je le répète encore une fois, une philosophie de jeu et une attitude de joueur qui a déclenché sur l'ACP et qui fait que je suis à fond dans l'airsoft milsim ACP, quoi. Et donc Mino, c'est à ce moment-là que tu as rencontré ton binôme Camille? Non, Camille est arrivé, si je me trompe pas, 2012, je crois, que tu me corrigeras si je me trompe. J'avais rencontré une équipe en 2010 dans le 42. En 2012, c'était les Royal Marine Commando qui faisaient une OP, Milsim dans l'Ain et c'est justement à cette époque-là où Camille faisait cette première OP avec nous, où c'était, un peu un regroupement avec les ASP 04 de l'époque. On s'est rencontrés sur cette OP et ça a matché de suite. Autant pour Camille, qui est rentrée dans le bain de suite et aussi cette rencontre avec les ASP qui a fait qu'on s'est entendu de suite aussi. L'alchimie a pris et c'est à partir de là qu'on a commencé à voguer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parfait, merci Mino. Camille, ça va être à ton tour de rentrer en scène. J'espère que Mino aura fait une bonne éloge de toi. Ah oui, il a tout résumé en fait, hein, parfaitement. Moi, c'est à partir de 2012, intéressé par l'airsoft, quelques recherches sur internet. Rien qui m'intéresse particulièrement. Le dominical ne me tente pas et je découvre cet univers de simulation militaire que proposent à l'époque les Contracteurs 83. Je les rejoins, je me greffe directement à l'esprit, à l'ambiance. Pour moi, c'est ce que je veux faire. Et à partir de là, j'ai commencé par la CP et c'est resté ainsi. Au fur et à mesure du temps, Mino était déjà sur les plumes blanches. Par le biais du forum, je découvre les rétextes, je découvre l'ambiance, le prestige et le mythe de stopper. Chemin faisant, un jour, c'est mon tour de participer et c'est devenu une obsession de vouloir participer à ce challenge qui était la plume blanche, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là que votre binôme légendaire s'est créé? Pas légendaire non plus, mais la complexité en fait qu'on avait, c'était que tout le monde voulait faire la plume blanche en patrouilleur ou en participant. Donc il y avait un peu ce dilemme chaque année, comment on s'organise? Est-ce qu'un binôme participe ou les patrouilles? Hors de question de faire les deux, pour des raisons d'équité vers les autres. Après, tout doucement, les contracteurs se sont un petit peu essoufflés, et c'est là qu'on a recréé la pomme. Mino et moi, on avait déjà fait quelques opés ensemble, et puis à partir de là, le binôme était créé, quoi, on s'est plus lâché, quoi. Et c'est même marqué sur vos t-shirts. Tout à fait, ce fameux t-shirt, il ou ce con de Mino et il ou ce con de Camille. Et maintenant que vous êtes présenté, je pense qu'on va pouvoir échanger sur le contexte de création de ce challenge. On va pouvoir aborder le pourquoi ce challenge a été créé, comment vous avez fait, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées lors de l'élaboration du challenge. Allez Mino, je te laisse la main. Tu sembles avoir quelque chose à dire. Il y a eu une alchimie de deux choses. Ma première participation à la plume blanche, qui a donné cette idée de conduite, ce sens de jeu. À l'époque, j'étais administrateur sur le forum Snipersoft, qui était un forum qui avait été créé quand Sniperland était un petit peu en essoufflement, à la recherche d'infos sur le sniping, à la fois sur Sniperland et Snipersoft. L'administrateur de l'époque m'avait demandé si ça m'intéressait, j'avais dit pourquoi pas. Et en fait, j'avais créé les premiers rassemblements Snipersoft. J'en ai créé deux sur 2 années d'affilée. Alors, je crois que c'était en 2012, en même temps des plumes blanches.
Et sur ces rassemblements Snipersoft, c'était simplement sur un week-end, tout sniper désireux de venir se rencontrer pour un libre-échange, des informations. Ce n'était pas une OP, c'était juste un rassemblement. Sur le premier, on a fait des petits exercices comme ça, et en fait, sur le deuxième, j'ai approfondi un petit peu la chose en commençant à copier, parce que je ne vais pas dire que je l'ai inventé, loin de là, bien au contraire, et à sortir le fameux exercice du Sniper Scout. Entre cette philosophie de la plume blanche et ces deux rassemblements Snipersoft, c'est là que je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas un challenge qui pourrait regrouper comme une sniper school, entre guillemets, où on pourrait regrouper plusieurs ateliers qui pourraient mener un joueur lambda d'Airsoft à faire pas forcément une plume blanche, parce qu'il y avait d'autres challenges de sniper à l'époque. Hein. Il y avait Craig Harrison, Chris Kyle, enfin je veux dire, il y avait beaucoup de challenges dans l'OD, dans le 84. Il y avait d'autres challenges que la plume blanche. Il y avait certains challenges qui voulaient pas faire la nique, comme on dit, à la plume blanche, mais juste en faire d'autres. Et Crossroad était déjà un petit peu né dans ma tête. Mais sans forcément prendre vie, à part sur le rassemblement Snipersoft, sans vraiment avoir une idée qui allait se mettre sur le papier, qui allait se déclencher, c'est bien plus tard que d'un coup j'ai dit, mais bon, à un moment donné, arrête de le penser, fais-le. Donc ça va être grâce à Strike et à Camille qu'on a mis en place le premier, il est de 2019, le level 1 date de 2019. Dans le bois noir, c'est-à-dire sur les terres de la plume blanche, on est resté sur un rassemblement où on a commencé à faire, au niveau structuré et discipliné, des ateliers sur un rassemblement de level 1, donc Crossroad né complètement en 2019. Sachant que ça faisait 7 ans que ça tournait avec une envie, mais c'était une envie pensée, mais pas une envie matérielle pour l'instant. Et puis après, 2019, c'est parti quoi. Donc 2019, vous lancez votre premier challenge Crossroad avec le niveau 1. Est-ce que ça a bien pris à ce moment-là? Ah oui. Je te pose la question parce qu'en 2019, j'étais très loin du sniping, encore très loin de tout ce qui est ACP parce que je n'en avais absolument pas à ce moment-là les capacités physiques. Et donc pour faire des recherches au Crossroad, j'ai pu lire que 2 rétex qui dataient de la deuxième édition. Je ne sais pas s'il y en a un de Retex. Je t'avoue que s'il y en a un, il est peut-être sur certains forums qui sont peut-être morts à l'heure actuelle. Donc en fait, le rassemblement du level 1, j'ai bien dit le mot rassemblement parce qu'on se retrouve tous à la cabane forestière dans le bois noir de Val-de-Blore. Et on ne bouge pas pratiquement. On évolue tous là. Il n'y a pas de patrouilleurs, il n'y a pas de ce que tu as pu connaître toi sur le level 3. Il n'y a pas tout ça qui est mis en place. C'est vraiment un rassemblement avec des ateliers. Donc c'est bon enfant, il n'y a aucune difficulté physique. Et on commence à aiguiller les gens vers quoi on va les amener après vers le level 2, level 3. On leur fait toucher du doigt certains exercices, certains ateliers, en leur disant là c'est tranquille, tu prends le temps de faire, on échange des infos, on met en place du matériel, les véhicules sont autour, donc c'est vraiment facile. En disant attention par contre, qui va suivre dans les années qui vont suivre, il va y avoir forcément une augmentation technique, une augmentation physique de la difficulté sur les prochains crossroads. C'est pour ça que là on s'est dit on va faire 3 niveaux. On est allé jusqu'au niveau 3, on est revenu dans la réflexion à dire est-ce que le niveau 1 sert vraiment? Donc on a voulu revenir au niveau 2. Peut-être qu'effectivement, on va rester sur un niveau 2, un niveau 3. Mais ça, c'est plus... là, je te parle déjà plus dans le futur. Là. Donc Crossroad à l'heure actuelle, c'est 3 niveaux. Oui. Ce qu'on a eu l'occasion de tester avec mon binôme Gant sur la version 4, c'était le niveau 3. Donc tu disais que le niveau 1 se concentrait sur des ateliers. Est-ce que vous avez pu faire une randonnée collective pour vous rendre à un point et tester la topographie? Même pas. Le seul effort physique qu'ils ont fait sur le level 1, il n'y a eu qu'une édition du level 1. Hein. À un moment donné, sur un atelier, on leur a dit qu'il y avait un point topographique à rejoindre. Donc ils ont dû faire, sans mentir, peut-être 3 km aller-retour, donc rien du tout, avec un gros dénivelé, puisqu'on est quand même sur de la montagne, à Val-de-Blore, là-haut. Donc on est sur des courbes de niveau très serrées sur la carte, donc avec des fortes pentes, pour simplement voir dans la tactique qu'ils vont mettre en place pour aller d'un point à un autre, comment ça va se passer dans leur tête et qu'est-ce qu'ils vont mettre en place à la fois sur le papier quand ils étudient et à la fois sur le terrain en lui-même, par rapport aux difficultés de mouvement de terrain, comme on appelle ça, qu'ils rencontrent. C'est-à-dire si à un moment donné c'est trop pentu, qu'il faut passer ailleurs, si là on pense qu'il y a des patrouilleurs et ainsi de suite. Donc ça c'était le seul exercice un petit peu physique qu'ils ont fait. Sinon on est resté sur place sur un gros hectare et demi de terrain, tout simplement. Donc, le level 1 est vraiment resté quelque chose d'abordable pour tout le monde, pour n'importe qui, pour n'importe quel débutant, et ainsi de suite. Donc c'était vraiment quelque chose considéré comme un rassemblement. Donc pour passer du rassemblement au niveau 2, qu'est-ce que vous avez souhaité mettre en place et comment vous avez rajouté du sel à l'addition afin de créer un peu plus d'adversité? L'idée, en fait, c'était aussi, au-delà de tout ce que Nino a expliqué, d'amener ses participants à progresser sur la plume blanche, avoir ce côté d'évolution, de difficulté. C'était bien beau de parler des ateliers, des techniques propres à la plume blanche, mais il y avait aussi cet objectif de les amener à la difficulté même de la plume blanche.
Donc en fait, il fallait aussi que l'événement du Crossroad progresse en difficulté technique, mais aussi en difficulté physique. Nino avait eu l'idée justement d'acheminer ce concept du Crossroad en plusieurs niveaux de difficulté, de manière à ce que les participants puissent revenir chaque année, mais en découvrant toute la complexité de la Plume Blanche en elle-même. Parce que rappelons-le, à la base, cet événement du Crossroad devait vivre sur les terres de la Plume Blanche. Donc il était question de s'expanser au-delà du bois noir, au-delà de la difficulté précédemment vue. On était sur une première base qui était assez collégiale, assez bon enfant, assez partage. Et l'idée, en fait, c'est de confronter tout doucement les joueurs à cette difficulté de la Plume Blanche où on se retrouve en binôme. On est habitué à jouer au sein d'une équipe, faire des OP. Et là, boum, le jour J de la Plume Blanche, on se retrouve largué à deux sur un terrain qui est immense, entouré de plein de patrouilleurs. Et là, en fait, il faut que le binôme en lui-même se suffise. Donc du coup, à partir de là, on avait tout doucement en fait amené des difficultés en termes d'autonomie des joueurs, comme tu l'as connu, hein, en termes des patrouilles. Les patrouilles avaient des niveaux de vigilance qui allaient être accrus, les ateliers étaient éparses, ils étaient plus autonomes. Et l'idée, c'était d'amener en fait cette difficulté progressive au sein même du Crossroad, quoi. Je vais juste rajouter un truc, et ça qu'il faudra bien sûr bien le tenir en compte. Tu as entendu mon discours quand tu es venu faire Crossroad. J'en ai entendu 2 qui étaient marquants, mais je suppose que tu veux parler sur la capacité de faire? Ce discours-là, je l'ai tenu à chaque édition et à chaque level. En aucun cas, même si c'est considéré comme une sniper school, on s'est considéré, Camille comme moi, autant comme les autres, comme des instructeurs. Loin de là. Qu'il y ait des capacités ou pas, jamais ça n'était mis en place comme ça. C'est une sniper cool avec des ateliers considérés comme un challenge, mais on reste sur quelque chose qui est vécu par expérience. Pourquoi j'attachais de l'importance à ce côté pédagogique? C'est-à-dire que ça, oui, je n'ai jamais fait faire à un binôme quelque chose que je n'étais pas capable de faire et que je n'avais jamais fait. Donc partant de là, avec Camille, tout ce qu'on a fait, même l'avant-dernier level 3 où il y avait de gros binômes d'équipe Milsim qui sont venus, je leur ai dit, c'est votre faute si vous êtes là aujourd'hui. Ils n'ont pas compris pourquoi sur le coup, il a fallu que je leur explique. J'ai dit pourquoi? Parce que pendant des années, vous nous avez demandé à Camille et moi de faire des choses qui des fois on s'est regardé avec Camille en disant mais c'est impossible. La chance nous a souri plein de fois, on a réussi des choses extraordinaires, mais parce qu'il y a eu une grosse part de chance. Donc j'ai dit maintenant si on en est là, c'est votre faute parce que maintenant, je ne me venge pas, hein, mais je vous fais faire ce que vous m'avez fait, tout simplement entre guillemets. Donc c'est pour ça que je l'ai bien dit, on n'est pas des instructeurs. La technique qu'un binôme va employer, c'est pas la technique qu'on va juger, c'est son résultat entre guillemets sur chaque atelier. Je suis pas là pour apprendre ou quoi que ce soit, c'était simplement, on n'est pas instructeur, ce sont des ateliers, c'est comme une sniper school parce que c'est un peu le thème qu'on veut donner à ce challenge, mais c'est simplement, montrez-nous, on vous demande de faire ça, c'est le résultat qui compte. Mais on ne vous donne pas la technique, entre guillemets, parce qu'on n'est pas des instructeurs. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et je pense que la mentalité a bien évolué à ce niveau-là, et c'est ce qui a été appréciable. Parce que je ne pense pas avoir la prétention de dire moi je sais faire et je vais vous montrer la bonne méthode. Non, non, loin de là. Chacun des ateliers que vous avez fait sur la 4e édition, notamment sur la partie sniper que j'ai pu faire avec toi, Mino, tu as été pédagogue de manière à expliquer le pourquoi du comment, pourquoi il y avait tel placement de cible, de quel endroit ça vient, et comment tu t'es retrouvé à devoir effectuer un tir dans cette situation. Et de même pour la topographie, tu as utilisé toutes les mesures possibles de manière à nous faire trouver un point sur la carte. Oui, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, c'était un level 3 un peu tronqué, entre guillemets. C'est-à-dire que, je pense qu'on va en parler plus tard, tu vas le dire, mais tu sais très bien pour qui était réservée cette édition de level 3, qui malheureusement n'a pas pu se faire. Mais malgré moi, j'ai gardé cette volonté du level 2. C'est-à-dire que l'édition aurait dû être une édition level 3 avec la pédagogie du level 2. Sachant que ceux qui ont fait le level 3 en avril 2023, c'était sans foi ni loi. C'est-à-dire tu te trompes, tant pis pour toi. Il y a un seul joueur, parce qu'à l'époque on faisait encore des binômes et des solos, il y a eu un seul joueur qui à un moment donné sur un exercice topographique partait vraiment à 180 degrés inversé, où là j'ai dit, avant que ça devienne dangereux, je vais devoir lui apporter la solution. Mais sinon je n'ai apporté aucune solution. C'était le level 3, c'était sans foi ni loi, et j'ai essayé de retranscrire ce que j'avais vécu plume blanche de One Shot à l'époque, des AWACS, c'est-à-dire celle d'avant 2014 de Strike, où c'était Oui, une galère dans la topographie, tu pars tout azimut dans le côté opposé, tant pis pour toi, c'est Finex, tu rentres à la maison. c'est ça. Qui ose gagne, il faut que tu t'adaptes.
pour dominer. Si tu ne t'adaptes pas pour dominer, tu subis le challenge. Jusqu'en 2012, il y a eu énormément de binômes qui, dès la nuit du vendredi soir, abandonnaient à la plume blanche. Les 2 dernières plumes blanches, on s'est retrouvé à 3 binômes sur 10 à finir le challenge dans la nuit de samedi, alors que tout le monde avait abandonné ou s'était fait attraper dans la nuit du vendredi à samedi sur la plume blanche. Donc j'ai voulu essayer de retranscrire cette mentalité-là sur le level 3, surtout sur celui de 2023, mais pas sur celui que toi tu as fait. Celui que toi tu as fait, c'était plus une transition level 2, level 3. C'est pour ça que, comme tu dis, si j'ai été pédagogue, c'est parce que j'ai voulu quand même aider. Ce que je ferai sur l'année prochaine, sûrement, si la fameuse édition qui aurait dû être faite cette année, j'espère qu'elle se fera l'année prochaine parce que je veux faire découvrir à certaines personnes, des amis, que je bassine depuis des années sur un certain groupe WhatsApp. Je veux leur faire découvrir que c'est pas que des paroles, mais sans laisser quiconque dans la merde. Désolé Camille si je suis un peu partout. Il n'y a pas de souci. Alors Camille, avant qu'on passe à la question suivante, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les niveaux de difficulté? Alors oui, pour revenir, oui, ce niveau de difficulté, oui, effectivement, comme l'a dit Mino, au-delà aussi de tout ce qu'on a pu réaliser nous et de confronter les participants à ce qu'on a pu réaliser, et de la chance avec du hasard quoi aussi, il y a aussi toutes les difficultés que nous on a rencontrées. L'idée c'est de schématiser le challenge de la plume blanche de manière à ce que ce soit primo des ateliers où on explique, où on transmet, entre guillemets, des connaissances, sans légitimité de s'autoproclamer instructeur ou moniteur, mais de transmettre des petits savoir-faire. Le niveau 2, c'était plus ou moins de les amener à la difficulté concrète pour qu'en fait ce niveau 3 soit un peu une retranscription réelle de la plume blanche. C'est une mise en situation type plume blanche. C'était à ça en fait qu'était voué le système d'évolution de difficulté. Donc pour rebondir par rapport à ce que disait Mino, comme il a très bien expliqué, il n'y a aucune légitimité dans ce qu'on propose en termes de savoir-faire, que ce soit pour le côté sniper ou le côté spotter. C'est toujours des choses qu'on a réussi à réaliser à faire et le but au-delà de ce côté challenge où on va effectivement noter les participants, il faut aussi quelque part qu'ils repartent aussi avec un petit peu de connaissances, de savoir-faire, d'échange. Au-delà de ce que nous parfois on peut voir faire ou expliquer aux participants, parfois il y a aussi des participants aussi qui peuvent aussi nous amener des idées. Et c'est aussi ça le crossroad. Au-delà d'amener des choses, on arrive grâce aux participants aussi à apprendre beaucoup de choses. Et c'est aussi une philosophie à nous. C'est ce côté un peu de partage et d'échange sans pour autant s'autoproclamer les maîtres du monde, quoi. Oui, c'est sûr, on apprend tous en échangeant entre nous. Alors j'avais cru comprendre au début que la partie coxage n'était pas prévue et que suite à plusieurs demandes, vous avez décidé de l'intégrer au sein même des ateliers du challenge. Exactement, ouais. Oui, tout à fait. Oui. Alors, j'ai l'impression que ça avait remplacé une partie que j'avais trouvée très intéressante sur le niveau 2, qui était l'infiltration dans un hameau en ruine. Il devait s'infiltrer donc dans un lieu afin de récupérer des données et s'exfiltrer sans être repéré, tel Metal Gear Solid. Et l'épreuve se réalisait de nuit. Alors, est-ce que c'était pas au niveau de la ruine? Ah oui, effectivement. C'est sur les plaquettes, donc sur le terrain des ASP. Alors, l'idée de base, c'était que les binômes devaient s'introduire pour aller récupérer du renseignement. À la réflexion, ça aurait été impossible. C'est-à-dire que les plaquettes, de la manière dont s'est fait ce rameau du village en ruine, Ah, le lieu est quand même très découvert aussi. ça a été très 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 compliqué, sachant qu'il y a certains binômes qui se sont quand même bien rapprochés, mais tout le monde s'est fait attraper très rapidement. Ça, c'était sur le level 2 de mars 2022. Voilà, mais le coxage en lui-même, en fait, il est né d'un délire de Camille sur la première nuit qui passe, donc le premier atelier de nuit de bivouac à la vigie sur le flanc nord du terrain, où avec Otak, notre organisateur, patrouilleur, ils sont allés se taper d'un délire où ils ont simulé en roleplay qu'ils étaient en train de coxer un binôme. La nuit d'après, le samedi, quand les joueurs se retrouvent là, on les coxe mais gentiment, c'est-à-dire que c'était pas vraiment un coxage comme tu vois, tu as pu vivre et ainsi de suite. C'était quelque chose d'improvisé qui a duré pas très longtemps et ainsi de suite. Et c'est là que les joueurs, effectivement, ont réclamé. Et on s'est dit, ben alors ok, s'ils réclament, maintenant on va faire quelque chose de carré. Parce que le coxage, attention, c'est quelque chose qui peut vite traumatiser, entre guillemets. Ça doit être cadré. Alors sur le coxage, vous avez aussi mis de grosses sécurités émotionnelles derrière, et on sait quand l'atelier commence que ça va être l'atelier coxage. Dans la quatrième édition, chaque binôme attendait le coxage avec impatience. Ce n'était pas la Sniper School, l'atelier star du challenge, mais c'était bien entendu le coxage. Un petit peu, ouais, c'est vrai. Bah, ça fait partie de si on pas bascule un peu dans le côté militaire, dans tout stage militaire, c'est quelque chose d'incontournable. Donc nous, ça reste un jeu, l'airsoft, attention, hein. On le fait d'un point de vue jeu, mais là, sur le dernier, je me suis quand même aperçu qu'il y a un binôme qui a été dans l'incompréhension sur certaines choses et que là, pour lui, le coxage, c'était éventuellement une tentative d'évasion. Donc tu sais très bien ce qui s'est passé. Donc ça aurait pu être dangereux. Pas le coxage en lui-même, les conséquences que cet atelier, entre guillemets, a donné. Mon binôme et moi, on est complètement passé à côté de l'atelier, on n'a pas dû comprendre la finalité ou ce qui allait être évalué par les organisateurs. Je pense qu'on pourra en parler hors antenne, de manière à bien comprendre à côté de quoi nous sommes passés. Oui, oui.
Et pour terminer sur la sécurité qui était mise en place, il y avait un orga qui passait, qui était papounet, qui lorsque le coxage avait débuté disait OK, là on est en coxage. Si quelque chose ne va pas ou tu sens qu'on atteint les limites, tu prononces Babylone, qui est le mot de sécurité. Et à partir du moment où le mot est prononcé, les orgas stop, nous sortent et nous mettent en sécurité, de manière à éviter d'aller à la rupture. Tout à fait, parce qu'on a un joueur qui a fait pratiquement tous les crossroads, qui lui l'attendait, mais avait un peu la hantise quand même, parce que c'est pas évident, ça bouscule. Ça bouscule le côté émotionnel, ça bouscule le côté physique, non pas trop, hein, ça reste un jeu et de l'airsoft, je le répète. Hein. Et ça bouscule, donc quelque part, si l'immersion est bien faite, on peut se prendre vraiment au jeu. Et soit on sait que c'est un jeu, on en rigole parce qu'on sait très bien qu'on va pas mourir, qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas mis. Et si on joue le jeu, on peut vite se retrouver à plus savoir si c'est réel ou un jeu. Donc on a bien dit, c'est un jeu. De toute façon, ça reste toujours un jeu. Oui, ça reste un jeu, effectivement, on est de grands enfants qui ont joué au pistolet à billes. Hein. Il y a quand même un point qu'on n'a pas abordé, c'est lorsque vous avez créé ce challenge, est-ce que vous avez été confronté à des difficultés? Oui, je vais laisser parler Camille. Hein. Ouais, le corsage est un exemple parfait. À la base, le Crossroad est quand même né de l'idée de Mino. Quand il m'en a parlé, j'étais à fond. J'aimais ce délire de transmettre des idées, de partager, donc moi j'étais à fond. Mino est l'initiateur de tout ce concept, hein, parce que le savoir-faire sniper, au sein des binômes, c'est lui qui l'a, hein. Toujours fait que suivre, donc Oui, mais toi, Camille, tu as le savoir-faire spotter du binôme. oui, mais bon, lui, il a toujours amené ce côté de cadrer les choses sans être trop borderline. Nous, le Crossroad était fait. On n'a pas vraiment des difficultés à le mettre en place. La complexité, elle est dans le stress, la peur d'échouer, qui est des couacs. Le coxage, oui, c'est attendu. Oui, c'est super bien. Oui, c'est super rigolo. Comme l'a expliqué Mino, la fameuse nuit où on avait fait semblant de coxer un gars près du bivouac. Le lendemain, on s'était rendu compte que ça avait créé un froid au sein des participants. Parce que dans l'idée, ils pensaient que l'un des participants s'était fait choper et qu'il avait soumis l'idée de dénoncer où étaient les autres. Du coup, il y avait un froid et on s'est dit, là, il y a quelque chose à prendre. Donc oui, c'est intéressant, bien sûr, c'est marrant. Mais le coxage, c'est pas un objectif de tir, c'est pas une partie d'airsoft, c'est quelque chose d'à part, qui, entre guillemets, n'est pas de l'airsoft, c'est du jeu de rôle. On sort de l'airsoft. Maintenant, où commence la tolérance de chacun, où commence la limite de chacun? C'est ça qu'il faut prendre en compte. D'où le papounet qui est toujours présent pour nous brider et contrôler ce côté un peu sécurité. On ne peut pas faire du jeu de rôle et contrôler la sécurité, c'est trop antinomique comme rôle. Comment le noter? Parce que le crossroad reste un challenge. Comment faire un coxage qui reste équitable? On peut pas coxer un mec plus qu'un autre. On peut pas faire craquer un gars qui ne pourra pas finir le challenge alors que d'autres n'ont rien eu. La difficulté est là dans Crossroad. C'est d'avoir ce côté équité. C'est de trouver en fait ce système d'équité où il faut tout noter. Il faut des notes, il faut absolument tout observer et rien louper. Le moindre mec qui pourrait rater un tir, on l'a pas vu. Les notations sont plus bonnes. Et le but du Crossroad, c'est ça. C'est au-delà du partage et tout, ce soit équitable. Le coxage a été la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée. Et ça a demandé beaucoup de réflexion, comment le faire. Sache-le, je te dis maintenant en off, c'est que c'est chronométré. On est obligé. On peut pas prendre les gens au hasard. On l'avait fait certaines années sur d'autres OP. Non, c'est pas bon. On peut pas prendre au hasard des gars. Lui, il a été coxé que 13 minutes alors que lui que 2 minutes. C'est pas équitable. Ça, c'était la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée. Après, les autres difficultés, c'est les difficultés qu'on pourrait rencontrer sur une OP. C'est les patrouilleurs, c'est le timing, le retard. Pipo, il devait prendre un véhicule, il l'a pas. Molo, il devait ramener ci, on l'a pas. Lui, le retard avec ça, comment on fait? Ça reste des impératifs d'orga. Le Crossroad n'a pas d'impératif. C'est une OP qui est simple. C'est une OP qui est facile à mettre en place en termes de fond et de trame. Mais à l'instant T, c'est une OP qui est dure à maintenir. J'ai fait beaucoup d'OP qui demandaient beaucoup de travail en amont, et tu lances l'OP, ça roule. Le Crossroad, c'est beaucoup de réflexion entre Mino et moi, où on a nos petites idées, où on met ça un peu en forme. Et après, il faut lâcher. Il faut que Mino prenne la gestion de ci. Moi, j'ai commencé à prendre les patrouilleurs. Et là, à l'instant T, il faut lâcher tout le monde sur le terrain. Comme il a expliqué tout à l'heure pour la topographie, il suffit que tu aies un binôme qui soit au bout du terrain, qu'on attend toute la nuit. Ça nous flanque tout. Donc, c'est ce difficulté, en fait, d'instant T que, pour moi, le Crossroad représente, quoi. C'est tu es constamment avec ta montre. Ils en sont où? Ils sont où? On fait quoi? Les patrouilleurs sont là. Ouais, au-delà de ça, il y a une difficulté supplémentaire sur le terrain, c'est que le réseau ne passe pas tout le temps. Alors oui, Déjà. Ce que vous nous aviez demandé, c'était que toutes les 2 heures, on actualise notre position via des coordonnées UTM qu'on vous transmet. La réception de ces coordonnées vous permettait de connaître notre position, de savoir si nous étions en sécurité, car vous ne savez absolument pas ce qui se passe pour nous. Et là, la contrainte, c'est de savoir si tout le monde est en sécurité. tout à fait, sachant qu'à une époque, on avait des slots individuels. C'est-à-dire, c'était des participants qui étaient en solo. Avec Mino, on en a parlé plus longuement. Pour des raisons évidentes de sécurité, on a préféré arrêter, à savoir des gens seuls sur le terrain. Bon, tu l'as vu, hein, c'est un terrain qui est immense. C'est pas un terrain de montagne, c'est pas un terrain de survie ou quoi, mais c'est un terrain qui est technique, un terrain qui est immense, c'est un terrain qui est exigeant en termes de température, de déshydratation. C'est tout un risque, toute une réflexion, toute une inquiétude, et puis aussi ce facteur où les participants, et je les comprends, tu as des patrouilleurs qui te cherchent. Donc où commence le respect de dire bon, je leur fais ma localisation, mais est-ce qu'ils vont pas l'utiliser pour envoyer des patrouilleurs? C'est ça aussi qui a ce travail de confiance qu'il faut avoir avec les participants. Ouais, mais là, c'est quand même une question de sécurité. Oui,
Quand vous nous l'avez présenté, moi, le premier réflexe que j'ai eu, j'ai pris vos numéros, j'ai créé un groupe WhatsApp, car je partais du principe que si l'un d'entre vous n'avait pas l'information, l'autre allait forcément la recevoir tôt ou tard. Tout à fait. Il faut être sûr que les gens l'assimilent comme tu l'as fait. Il y a cette partie où les mecs, on les met dans le dur, oui, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout, mais il faut aussi que nous, on soit responsable d'eux. Pour moi, la difficulté elle est là dans le crossroad. Ce juste milieu entre challenge, entre sécurité, entre équité. Parce que ça reste, entre guillemets, une compétition où il y a des notes, où il y a une récompense à la fin. Pour moi, c'est ça la grosse complexité du crossroad. Comme tu dis, il y a deux grosses difficultés. C'est-à-dire que la première, si on oublie l'airsoft et ce que c'est, on est sur une organisation d'un événement. Donc une organisation d'un événement en 2025, il faut des assurances. On fait venir un public, on fait venir des personnes qui vont évoluer. Il y a des risques de blessures, il y a des risques d'accidents, il y a des risques à tout niveau. Donc partant de là, il y a des responsabilités qui vont être mises en jeu suivant ce qui arrive. Donc sur un contexte de difficulté en lui-même de l'organisation d'un événement qui est similaire, on va dire, à toute organisation d'événements physiques, quel qu'il soit. Je prends un exemple bête, l'exemple des mud days qui sont faits. On peut avoir des personnes sur le parcours qui se blessent et ainsi de suite. Donc il faut pouvoir cadrer les choses. Donc nous, on n'allait pas sur des gros événements comme ça, hein, mais quand on a une assurance derrière et qu'il y a un accident, tout le monde sait comment ça se passe. Effectivement, c'est la première grosse difficulté. La deuxième difficulté, c'est ce qui est lié à l'organisation en elle-même. Donc c'est ce qu'a dit Camille, hein. Logistique, matériel, humaine. Si je prends le level 2 de 2022, il y a très peu de patrouilleurs. Je crois qu'ils étaient même pas 5 ou 7. C'était une équipe Milsim qui était venue nous aider et ils ont été formidables parce que de 7 gars, les joueurs ont cru qu'en face, il y avait une armée. Et ils n'ont pas arrêté. C'est là qu'il y a eu plein de choses qui ont été faites dans la nuit parce que les gars, ils n'ont pas dormi. Ça n'a pas arrêté parce qu'ils avaient envie que ce challenge vive et que les joueurs se disent pas ah ben c'est trop facile, on n'a rencontré personne. Et que c'était une randonnée, loin de là. Donc avec cette Pax, on est arrivé à faire croire que c'était entouré d'une armée. Sauf qu'à la fin, quand on se retrouve à la FOB et qu'il y a tout le monde présent là-dessus, ils ont dit, mais vous étiez que ça? Ils s'en sont pas aperçus. Donc, deux difficultés. Puis après, oui, les difficultés de véhicules, de matériel, et ainsi de suite. C'est commun à tout OP, hein. Les difficultés qu'on rencontre, c'est l'organisation de l'événement et tout le détail interne de l'événement en lui-même. Je me permets juste une petite parenthèse, voilà. C'est que le crossroad, bah, souvent c'est Mino et Camille. On a mis en place cet événement, mais derrière nous, il y a des dizaines de personnes. Il y a déjà l'équipe des AWAC avec toi qui ont créé la Plume Blanche. Ça a initié tout ce délire. Les mecs de la CP qui ont permis ce règlement. Tous les patrouilleurs qui nous ont aidés, fameuse année à laquelle Mino fait référence, on a moins dormi que les participants. On a passé la nuit sur le terrain, on a marché des kilomètres et les mecs, je leur ai jamais demandé d'y aller. C'est eux qui ont eu la niaque de sortir les doigts du cul pour faire vivre l'événement. On a des gens qui nous ont permis un accès à un terrain, dont je fais référence aux ASP, ils nous ont permis d'avoir la FOB. Le Crossroad, au-delà de Mino et Camille, c'est vraiment tout un groupement de gens passionnés. Vous êtes les têtes de proue qui organisez l'événement, donc vous êtes les têtes référentes auxquelles les gens pensent. Toutefois, derrière, le jour J, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres personnes. Il y a Blanc qui assure tout ce qui est logistique, transport et coxage. Papounet qui est responsable de tout ce qui est sécurité. Et je parle pas encore des hommes forts, mais Crossroad, c'est toute une équipe qui est en place, même si c'est vous qui êtes la tête de proue en tant que porteur de projet. Et à ce titre-là, pour moi, vous êtes porté par les autres. Ah, tout à fait, sachant que les patrouilleurs ont un rôle qui est extrêmement ingrat. Je vais pas vous dévoiler comment fonctionne la patrouille, mais c'est quand même des mecs en fait qui vont marcher des kilomètres pour s'en prendre plein la gueule. Parce que selon le niveau de la difficulté, selon le qui est en face, l'instant T de l'OP, ils ont pas beaucoup de marge d'action les gars. En fait, ils sont juste là pour en prendre plein la tronche et les mecs ils reviennent. Et il y a des phases où ils servent de plastron, où ils sont là pour se prendre des billes. Et c'est des gens qu'il ne faut pas négliger au sein du Crossroad parce que c'est un événement qui demande énormément de présence sur le terrain. Et le terrain il est immense. C'est grâce à eux que tient toute la tension quand on a les patrouilles, qu'on doit passer entre plusieurs patrouilles, qu'on voit le 4x4 passer, qu'on se jette dans les fourrés parce qu'on l'a entendu, on a juste le temps de bien se camoufler. Oui, on le sent. Toute la patrouille commence à créer un stress parce que quand il y a d'autres voitures ou d'autres personnes qu'on entend arriver alors que ce n'est pas les patrouilleurs, on ne sait pas s'ils sont avec eux, on ne sait pas si c'est juste des personnes lambda ou si c'est des gens qui vont prendre leur téléphone pour contacter les orgas et dire attention, vous avez des personnes ici qui sont les personnes que vous cherchez. Tout à fait. Les mecs, faut aussi voir que c'est des mecs qui vont faire du jeu de rôle, ils vont s'équiper. Allez les gars, équipez-vous, boum boum, tel terrain. Ok, vous vous changez. Toi, tu te déguises comme ça. Toi, tu fais ci, tu fais ça. On mangera plus tard. Il y a tout un planning que les mecs respectent scrupuleusement. Moi, je peux pas leur permettre toutes les 5 minutes de prendre des pauses. Les pauses sont programmées. C'est-à-dire que le mec, s'il est rincé et qu'il est volontaire, il va ramasser autant qu'un participant. Voire comme tu disais, potentiellement plus. Nous, on a beaucoup marché, mais en termes d'heures de sommeil, je pense qu'on est à peu près à égalité de chaque côté, hein.
Ah oui, largement. Toi, je pense que tu es celui qui a eu le moins de sommeil, hein. Ouais, mais moi j'aime bien, ça me dérange pas. Pas de soucis, ça. Je vais encore le répéter, hein, je les remercie grandement parce que sans eux, le challenge, il peut pas se faire, déjà pour commencer. Quelque part, je vais pas dévoiler un truc, mais les gars, ils sont venus avec l'envie de chasser du sniper. Donc ils avaient cette envie de venir, c'était eux qui voulaient aller patrouiller. Le gars, tu lui dis, prends ta pause, il dit non, je m'en fous, je veux retourner sur le terrain, je veux les trouver. Parce que c'était leur propre challenge à eux. Ils avaient envie de débusquer un maximum de snipers. Il y a ce côté aussi jeu de rôle. Le gars qui va permettre de faire vivre au niveau jeu de rôle cette ambiance de sniper school. Les gars avaient cette volonté, ainsi de suite. Et par contre, je vais peut-être dévoiler un truc, je voulais faire comme avec la plume blanche. C'est-à-dire que si le binôme est décelé, attrapé, fait prisonnier, entre guillemets, c'est fini. Le challenge s'arrête là pour toi. La plume blanche, ça a toujours été comme ça. Sauf que si je fais ça, je ne peux le faire que sur le level 3, bien sûr. Et même sur le level 3, c'eût été compliqué. Donc on a dit qu'on ne le faisait pas, mais par contre, c'est pas dit qu'on ne le fasse pas. Après, tu peux toujours avoir le truc de séance de coxage un peu plus, tendue et une réinsertion après, et bien entendu, ça fait perdre du temps, ça fait perdre des points, mais ça te demande des ressources supplémentaires que tu as pas forcément Exactement. en patrouille sur le terrain. Mais ça sera encadré, hein. Si sur une édition level 3, on préviendra forcément les binômes en disant attention, si vous vous faites attraper, patati patata, ça sera comme sur les plumes blanches, le challenge s'arrêtera pour vous. C'est ce qu'on a voulu sur ton challenge à toi, entre guillemets, vous faire toucher du doigt avec le faux binôme engagé. Mais je pense qu'on va pouvoir passer sur la partie de la 4e édition parce que pour moi, c'est celle qui est la plus intéressante parce que Tu l'as vécu, oui. pour remettre le contexte, tu m'en as parlé pendant le Sniper Golf de 2024. Oui. C'est un projet où tu essaies de sensibiliser les gens, de leur dire: «Propose ça, on fait de l'ACP», mais on est plus sur une découverte. On est sur un challenge qui va vous faire plaisir parce qu'une partie de ce dernier est consacrée à la compétence de tir. Pour moi, sur Sniperland, tu l'as quand même beaucoup vendu sur un élément associé au sniper, mais ce n'est pas la partie la plus intéressante. Parce que les cibles que tu poses dans tes ateliers à toi, on est capable de les faire en plus ou moins de coups que ce que tu imposes lors du challenge. Mais le côté le plus intéressant, je l'ai vécu avec mon binôme sur la totalité du challenge, mais aussi avec tous les ateliers de Camille qui ont retranscrit la pression, la prise d'information, la retranscription. Et c'est vraiment le travail conjugué que j'ai trouvé très intéressant. Une petite parenthèse par rapport à ça. Alors moi, j'ai pas votre savoir-faire de sniper, mais je pense qu'il faut juste revoir certaines choses en fait. Le sniper, c'est du tir. Ce n'est pas du sniper. Mino te le dira mieux que moi. Le sniper, tirer, c'est peut-être 10% de sa mission. C'est une discipline qui requiert tellement de compétences, tellement de savoir-faire, et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est de toucher le rôle du binôme sniper-spotter, et c'est ça qui est intéressant avec ce crossroad, c'est qu'on sort du simple tir sur cible, on sort, entre guillemets, hein, de la facilité de me dire, bah tiens, je me mets là et je tire tout ce qui bouge. Là, on est dans une mise en situation où le simple tir que l'on fait 10 fois chez soi à 70 mètres, ah je touche, là le tir à 50 mètres, on le rate, parce qu'il y a des facteurs qui sont nouveaux, qu'ils soient extérieurs, intérieurs, humains, La fatigue, le stress. tout à fait, la météo, les patrouilles. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'on touche du doigt le travail du binôme TPTE. Sans un bon sniper, il n'y a pas de binôme. Sans un bon spotter, il n'y a pas de binôme, quoi. Et c'est ce travail-là, justement, qu'on amène aussi à vous faire faire. C'est ce travail, en fait, de faire comprendre que l'un sans l'autre, ça marche pas. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je pense, avec le Crossroad, c'est de pouvoir, en fait, toucher du doigt un peu tout ce qui touche à cette discipline. Quand on parle avec vous du binôme sniper-spotter, on a l'impression que vous êtes deux frères qui avaient grandi ensemble dans la même famille, avec le fait que vous vous accompagnez excessivement bien. Et en fait, suite à ce que j'ai vécu sur Crossroad, le binôme, c'est deux frères qui partent ensemble et qui vont essayer de se faire un challenge sur lequel ils vont se mettre fortement en difficulté. Mais c'est une épreuve qui est à faire à deux et pas une épreuve qui repose exclusivement sur le tir. Comme tu le disais, il y a énormément de choses, par exemple la phase de renseignement et tout, qui est l'une des phases que je pense que j'ai préférées sur tous les ateliers que vous avez proposés. C'est de prendre des données, analyser et à la fin de voir si on traite ou pas le tir. J'adorerais un moment que, en fait, on nous présente une cible, on fasse j'ai pas à traiter, j'ai pas à tirer à cet endroit-là et j'en serais satisfait parce que je me serais dit j'ai fait les 90% que je devais faire et en fait les 10% final, je les ai pas faits parce que c'était pas mon job de le faire. D'avoir ce recul et cette réflexion à la fin du challenge alors qu'on est tous complètement épuisés, je pense que pour certains binômes, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire. Tout à fait, oui. Bah, c'est souvent ce qu'on a vécu avec Mino sur des OP, hein. Souvent, on est le binôme du groupe de combat, on permet Laurence, on permet tout, mais c'est pas nous qui allons faire les phases d'action. Donc, mais malgré tout, grâce à notre travail, on sait que le groupe, il a pu évoluer. Et pour revenir un peu à ce côté, comme tu disais, de binôme, de frère et tout, nous, la facilité qu'on a avec Mino, c'est qu'on se connaît. Il me connaît, il sait quand je vais être énervé, il sait quand ça va pas, je sais quand ça va pas, il sait où sont mes blessures, je sais où sont ses blessures. Quand il me dit, prends-moi ça, je sais où c'est dans le sac.
Je connais son apport, il connaît le mien. Et c'est cette facilité qu'on a, nous, par rapport à vous, peut-être. On voit souvent des binômes, en fait, qui ne se connaissent pas. Et c'est là, en fait, que ça nous fait sourire, parce qu'on sait que ça va être dur. Souvent, je vous dis, vous avez vu au tout début du briefing, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez où sont les affaires de votre binôme? Connaissez-vous votre apport? Et c'est en fait ces petits détails-là que nous, on n'a jamais travaillé. Mino te le dira, on n'a quasiment jamais rien drillé. Mais c'est sur les OP qu'on s'est, entre guillemets, entraîné. C'est qu'on était face à des situations de merde où il fallait réagir, qu'on a eu ce coup de chance, ce coup de dire, bah tiens, on va tenter ça, et bah ça passe, ça passe pas, et voilà. C'est cette chance qu'on a, voilà, de se connaître depuis longtemps et de pratiquer depuis longtemps ensemble. C'est ça qu'il faut inciter à faire quand on a un binôme, c'est quand on a un binôme qui nous convient, il faut le garder et il faut travailler ensemble. Et c'est ça qui est important. Oui, parce que vous vous portez l'un l'autre sur certaines choses. Je suis venu avec Gont, je savais que Gont, lui, il allait me faire tenir sur toutes les difficultés parce que c'est une machine de guerre de randonnée. Et c'est une sacrée mule aussi. Oui, tout à fait. On a vu. Il faut que je travaille un peu mieux mon emport. Mais comme tu le disais au début, je reviens là-dessus, c'était une édition qui avait été prévue pour Sniperland et finalement, on était 2 adhérents Sniperland, moi dans un binôme et Elric qui était patrouilleur. Eh oui, dans tous les propos que je vais dire, je vais pas me fâcher avec les collègues qui vont nous écouter après, une fois que le montage sera fait. T'es mort. Je reviens un peu sur les paroles que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je parlais donc sur le groupe WhatsApp Sniperland depuis des années, je parlais de la CP, de ce que je faisais, ainsi de suite. En avril 2023, après le premier level 3, je leur lance l'idée, je leur dis voilà, est-ce que ça vous tenterait que je vous fasse une édition spéciale Sniperland? Donc ça sera réservé uniquement et ouvert à des binômes, même s'ils sont 2, 3, 4 et pas 10, je m'en fous. Sniperland. J'ai prévenu 1 an et demi à l'avance. Donc tout le monde a crié oui, bien sûr, pas de problème, ainsi de suite, ainsi de suite. Je balance pas une date précise, mais une période assez précise, qui était donc avril 2025. En avril, début mai. C'était sur 3 semaines à peu près. C'est ça. Donc j'explique bien pendant le golf suisse et ainsi de suite à ceux qui voulaient entendre et qui voulaient prendre des informations, que je leur explique. Voilà, je vais vous mettre dans le contexte du level 3, mais sans laisser quiconque dans une difficulté où il va pas prendre plaisir, ça va pas lui plaire. Donc quoi qu'il arrive, je vais vous faire toucher du doigt ce que je vous dis depuis des années, mais si vous n'y arrivez pas, on s'en fout. Je vous apporterai la solution. On aurait mis un point d'honneur quelque part sur l'immersion, parce que le roleplay est très important. On l'a vu cet été sur l'OP qu'on a fait ensemble. Quand j'ai commencé à lancer un peu les inscriptions et ainsi de suite, et le retour que j'en ai eu, j'ai été déçu. Pas parce que l'OP se remplissait pas, les personnes avec qui j'avais envie vraiment de leur faire partager ça ne pouvaient pas, pour des raisons valables. Je sais très bien qu'on ne m'a pas menti ou on n'a pas dit. Peut-être que certains se sont dit c'est plus facile d'aller faire une OP qu'on connaît que d'aller dans un truc que Mino nous dit, et que ça fait peut-être un peu peur, l'inconnu fait peut-être un peu peur, j'en sais rien. Mais j'étais un petit peu déçu, donc forcément derrière mon côté un peu moqueur, chambreur, j'ai titillé certains, pas à la limite de se fâcher, loin de là, parce qu'il n'y a pas à se fâcher, ça reste un jeu. Mais j'ai un peu titillé exprès. Ces mêmes personnes-là me relancent et ont vraiment envie, donc j'aspire que pour printemps 2026, je puisse faire cette fameuse édition Sniperland. Mais donc du coup pour ce 2025, toi tu réponds présent, donc ça me fait plaisir parce que on s'était rencontrés donc au golf et tout, donc je vois que tu as cette envie. Elric me demande de venir en tant que participant, mes côtés hop fort. Donc heureusement même qu'il est venu, parce que par rapport aux difficultés matérielles qu'on a rencontrées, s'il n'avait pas été là, ça aurait été très 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 compliqué. Je sais très bien qu'il ne se présentera pas en tant que binôme. Donc partant de là, il a pu voir ce qui se passait sur l'envers du décor. Il y avait 3 personnes de Sniperland qui ont commencé à venir voir. À un tel point que Elric a pris son plaisir du côté Orga Hopfort, à tel point qu'il veut revenir. Il a adoré jouer le personnage que vous lui avez Tout à donné fait. durant le renseignement. Il veut revenir. Moi qui le voyais à travers mon appareil photo, parce que je prenais des photos à ce moment-là, Ouais, ouais. c'était un régal de le voir s'amuser. C'est ça, il a pris vraiment plaisir à ce niveau-là. Donc, quelque part, lui, je sais qu'il ne sera pas participant. Donc, j'avais aucun scrupule à le faire venir, et bien au contraire, en tant qu'op-fort. Par contre, un binôme qui me dit ah, ben moi, je veux bien un peu venir côté Orga, comme ça, je vois un peu comment ça se passe. Et après, je le ferai peut-être. Non, c'est pas possible, parce que tu vas voir tout l'envers du décor, entre guillemets. Donc, ça n'a aucun intérêt. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. À un moment donné, il faut y aller, il faut se lancer, vivre le challenge, pas le subir, bien sûr, si on commence à le subir, surtout physiquement, parce que j'ai eu du mal à croire au départ les kilomètres annoncés sur la dernière édition par les gars, parce que moi je fais mes calculs de mon côté, mais je fais des calculs un peu plus simplistes, entre guillemets, des grands azimuts avec des lignes droites. Je sais qu'il faut toujours rajouter des diagonales forcément, ou des virages que les binômes vont faire pour éviter Les patrouilles. tout ce qui est patrouilleur, bien sûr, ce qui est tout à fait normal. Mais quand on m'annonce 44 km, ça peut faire peur. C'est-à-dire que là, quand j'ai dit aux Sniperlandais, il y en a qui ont fait 44 km, je dis simplement, attention, ce n'est pas moi qui ai imposé 44 km,
Je pense que si tu fais au plus court, au plus vite, tu fais moitié moins, voire même bien moitié moins. Ceux qui ont fait 44 bornes, comme moi je faisais sur les plumes blanches, je pense que j'étais un des rares binômes, c'est pour ça que je me suis jamais fait attraper sur les plumes blanches, les AWACS, parce que je faisais des sacrés détours et je passais à des endroits où je savais qu'ils ne pouvaient pas venir me chercher là, c'était impossible. Je ne prenais pas les chemins, je ne prenais pas les lignes droites. Donc partant de là, j'ai fait des bornes. On a fait quelques détours, où on a pris des chemins sécurisés où on pouvait très, très rapidement se remettre dans la verte. En fait, en moins de 5 secondes, dès qu'on entendait un bruit, une voiture, on était dans la verte. Tout à fait. Bon, après, la nuit, attention, tu as vu le terrain, comment il était. Déjà, dans la journée, c'est compliqué de sortir un petit peu des sentiers battus parce que ça reste une forêt très dense, hein. C'est même pas une forêt, c'est de la garrigue et ça reste très dense. La nuit, avec la fatigue, surtout la deuxième nuit, il faut rester sur les chemins. Il faut rester sur les chemins et faire ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'au moindre bruit, au moindre phare, au moindre véhicule, on peut se jeter à droite à gauche, s'enterrer et attendre que ça se passe. Mais ça, c'est la technique entre l'évolution du crapahut de jour et celui de nuit, quoi. Pour terminer sur ce que tu disais, c'était la première fois qu'on tentait quelque chose comme ça. Alors pour se préparer, oui, on avait fait des randos nocturnes, mais c'est vraiment une expérience à vivre. De par le fait de partir en binôme, on croise les autres binômes, on a le temps d'échanger à certains moments, de faire des blagues. À un moment sur cette édition-là, on a eu un petit concours de blagues qui a été lancé juste après le Sniper School, ce qui a fait énormément plaisir à tout le monde et il y en avait qui étaient un peu groggy, ça leur a donné du baume au cœur. Mais ce que j'ai relevé sur mon téléphone et qui a été comparé avec celui de mon binôme, c'est qu'on a fait environ 32 kilomètres quand on a été déployé. Vers la fin, on n'a pas pu le terminer parce que j'ai une de mes chevilles qui m'a salement lâché. C'est le problème de la blessure. On nous avait fait une extraction et on n'a pas pu faire le dernier atelier de tir, mais Ouais, comme je répète les enjeux, hein. Lundi, tu travailles, tu as une vie de famille, je peux pas te dire: «Ben non, tu continues». surtout avec les 2 enfants en bas âge que j'ai, oui, effectivement, vaut mieux que je sois Les seuls stages où on se blesse et on continue, c'est les stages commando dans la vie réelle, où là, tu joues ta vie. Là, on reste sur un jeu, tu te blesses, on arrête, point barre, c'est pas grave, loin de là. à vivre. On a kiffé à tel point que quand on a fini, on a fait: «OK, moi j'ai envie de revenir parce que j'ai envie de le terminer». Ah bon? Mais on a surtout envie de retenter les choses. J'étais venu avec un sniper qui était mais déréglé au complet. J'ai perdu les vis de hop-up durant le déploiement. On s'est vraiment amusé et c'est quelque chose que j'encouragerais les gens à faire pour l'expérience, parce que c'est une expérience qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Et merci de l'avoir créé parce que c'est vraiment un événement à faire. Ce que tu es en train de dire, ça me fait un petit peu plaisir. Je me retrouve et je retrouve ce que j'ai ressenti et vécu lors de ma première plume blanche en 2010. Je vais vite faire une petite parenthèse là-dessus. Je pars en 2010. Alors j'aurais dû faire celle de 2009, naissance de ma fille, qui fait qu'on me dit mais non, il n'y va pas, on ne sait jamais si elle naît. Ça n'a pas raté. En 2010, je me lance avec un binôme à l'époque qui était Yo-Yo. C'était pas Camille, parce que Camille, on ne se connaissait pas encore. Donc c'était mon binôme Yo-Yo qui me dit mais tiens, regarde, il y a ça qui se fait, ça te dit pas, on le fait à deux, patati patata. On ne connaissait pas encore ce que c'était que le millésime, hein, comme je t'ai dit dans ma présentation, hein. Et on part sur quelque chose où on ne sait pas où on met les pieds. On part dans un truc où on ne savait pas ce que ça allait donner. Et là, la totale découverte, exactement, je peux même reprendre tous les termes que tu as dit. J'ai kiffé et ça a été la révélation que j'ai dit dans ma présentation tout à l'heure, hein. Donc je vais fermer la parenthèse là-dessus parce que je suis entre guillemets content d'arriver par Crossroad à faire revivre ce que moi j'ai vécu sur cette découverte en 2010, c'est-à-dire il y a 15 ans, sur la première plume blanche, et je le dis encore de vive voix, c'est ce que j'essaye de faire comprendre et que je veux faire vivre à certains snipers irlandais à qui je bassine avec mes propos de ce qu'on pratique avec Camille depuis 15 ans, de leur faire découvrir ça. Et je veux surtout pas me rater pour eux, pour essayer de leur faire vivre une expérience, pas inoubliable, mais de leur faire vivre quelque chose où ils vont kiffer, quoi, tout simplement. En tout cas, c'est un moment inoubliable que j'ai vécu à ce moment-là et que j'ai envie de reproduire. Même, vous avez teasé des envies de futurs Crossroads qui, je pense, seront bien plus ardus. À suivre. Surprise. Petit truc aussi que je voudrais bien mettre à plat au niveau du Crossroad, c'est un challenge ACP, sniper, mise en situation, plume blanche, y a pas de souci. La difficulté en fait, c'est que nous, dans la trame de roleplay, c'est que vous dire qu'il y a une milice qui évolue sur le terrain à la place des patrouilleurs, c'est compliqué. C'est pas logique. On peut pas faire un événement où on fait des ateliers, mais il y a aussi une milice. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des mecs qui nous font des ateliers sur un endroit, sur un terrain? On n'a pas trouvé encore de solution pour remplacer ce mot, mais on utilise le mot de, entre guillemets, moniteur, instructeur. C'est vraiment dans un but de roleplay. Quand on vous dira suivez les moniteurs, Exactement. les accompagnants, on n'a pas encore trouvé le bon terme. Mais à aucun moment, c'est réel. On n'est pas moniteur, on n'est pas instructeur, on n'est pas tout ça. On anime. Voilà, il faut être clair, c'est que nous, on a ce côté un peu instructeur, hein, comme il a dit souvent Mino, un stage commando, mais c'est pour l'immersion. Le roleplay fait partie intégrante du concept ACP. Sans roleplay, le crossroad, il serait moins intéressant, il serait moins vivant. Donc je veux vraiment poser mes mots là-dessus.
Oui, parce qu'on le fait par expérience professionnelle, mais en fait, là, c'est basé sur un jeu, sur le roleplay. Tant mieux s'il y a certaines choses de notre expérience de vie pro et privée qui font ressortir certaines choses, mais ça reste un jeu. Et justement, on veut faire vivre à quelqu'un, pas un stage commando, mais un truc qu'il n'aurait pas pu faire et qu'il n'a pas envie de faire dans la vie de tous les jours, dans l'armée réelle, sur un jeu. Comme quand tu vas voir un bon film, quel qu'il soit, tu restes devant ton film au cinéma, en IMAX, ça c'est génial parce que tu te prends dans l'immersion, tu te dis waouh, c'est génial, j'aurais aimé peut-être plus pouvoir le faire. On te le fait faire dans un jeu où tu risques rien. Bon, souvent sur les OP, on va utiliser les termes de force spéciale, de commando, de chef de camp, enfin, c'est des termes qui choquent moins en airsoft. Mais c'est vrai que les termes de stage commando, d'instructeur, c'est des termes qui peuvent choquer et je le comprends. Mais si on les utilise, c'est pour des raisons de roleplay, d'immersion. Uniquement ça. À aucun moment, on s'est autoproclamé les grands maîtres du savoir-faire intersidéral, de la plume blanche, voilà. C'est vraiment un truc, je veux vraiment que, voilà, qu'ils soient ancrés dans les esprits. C'est quelque chose que tu rappelles aussi. C'est toi qui nous as accueillis sur cette quatrième édition et tu nous as dit: «Là, je suis en mode organisateur et quand le challenge va démarrer, je serai, entre parenthèses, votre instructeur». Dès le début, je vous l'avais dit, tout à fait, oui. Tu nous as tous préparés à cette transition-là qui s'est fait au début lentement, le temps qu'on assimile et dès que le challenge a démarré, ça a été rapide et tout le monde était dedans. Voilà, c'est ça. On peut pas rester de simples orgas sur un événement comme ça. Il faut qu'il y ait ce côté de pression, ce côté de vous bouger le cul. Donc je le redis, les prochains participants, les gens qui viennent, il ne faut pas s'attarder sur ces termes. C'est pour une utilité de jeu de rôle. Donc un jour, peut-être qu'on aura les bons termes, on trouvera des synonymes qui seront peut-être plus adaptés. Bon, il n'y a rien de paramilitaire, il n'y a rien d'autoproclamé. On marquera la différence justement côté orga, où là on explique, c'est on organise, on vous explique comment va se passer le challenge, et ainsi de suite. Et puis au moment où on lance Crossroad, on passe en roleplay. C'est pas une OP, c'est un challenge, mais avec un gros roleplay pour vous mettre dans l'immersion, pour vous faire participer, vous faire ressentir les choses. Mais ça reste un jeu et du roleplay. On a eu droit à un Camille qui était dur en tant qu'instructeur, qui était ferme, mais par contre, à partir du moment où le challenge s'est terminé, on a retrouvé un gros nounours en homme adorable qui était là pour déconner avant tout. Là, on peut pas jouer sur les deux cartes en même temps. C'est amusant, par un simple jeu de rôle, de vous mettre en difficulté. Je veux dire, c'est parfois une simple attitude un peu vindicative vous met dans des difficultés énormes, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et c'est ça qui est assez drôle. Vous êtes des gens qui font tous des OP, où durant les OP, il y a un jeu de rôle qui est super ancré, où personne ne stresse. Mais là, c'est un jeu de rôle que pas beaucoup de gens pratiquent. Et ça, c'est amusant pour nous d'amener ces petites touches-là. Mais comme tu l'as dit, c'est juste du cinéma. Il n'y a rien de vrai. L'immersion que vous avez mis au début, elle était palpable. C'était quelque chose d'excellent et on s'est régalé. Ben, ça fait partie du challenge. Et c'est pas quelque chose que tu retrouves partout. Clairement, on a été conquis quand on est monté à l'intérieur. On a fait: «Oh, c'est génial, on s'embarque dans un truc». Et après, on a réalisé qu'on savait pas ce que c'était que des coordonnées UTM. On avait révisé de la topo, sauf ça, donc on a appris sur le tas. C'était aussi le but du Crossroad, c'est à partager, apprendre. Que tu viens à un challenge, tu ressors, t'as rien appris, tu as subi le challenge, au final, tu es dégoûté. Alors que si tu viens et tu apprends des choses, que ça soit par la force des choses, ou que ça soit par la mise en situation, ou que ça soit par un autre binôme ou par l'orga, tu ressors grandi avec quelque chose que tu as appris, tout simplement. Et c'est ça qui est génial avec l'Airsoft, c'est cette diffusion d'informations, ce partage des informations qui fait qu'on apprend. Je prends un exemple bête, on a tous upgradé nos bolts et ainsi de suite. Quand on discute sur les groupes, ah, toi t'as fait ça, ok, c'est pas mal, et puis voilà, et on continue dans cette optique-là. Le challenge est là. C'est pas parce que c'est un challenge que les binômes entre eux ne s'entraident pas. Quand il y a des blessures ou autre, j'ai eu 2 ampoules derrière chacun des talons qui étaient énormes. J'ai 2 binômes, Saga et le spotter du binôme qui a terminé premier. Ils m'ont tous les 2 filé des pansements contre mes ampoules, ce qui m'a permis de tenir plus longtemps. C'est ça qui est bien aussi, c'est-à-dire que normalement c'est un challenge, une pseudo-compétition, donc c'est un peu chacun pour sa pomme. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le gars, il sait ce qu'il a à faire, il voit un collègue dans la difficulté physique qui va malheureusement peut-être arrêter et du coup être frustré et dégoûté parce qu'il va pas pouvoir amener son plaisir jusqu'au bout. On le laisse pas comme ça sur le côté, s'il y a moyen de l'aider, eh ben on l'aide. J'apprécie l'attitude de certains binômes pour ça, quoi, donc c'est très bien. C'est un petit peu la magie du Crossroad. Où on a vécu pas mal d'OP, où souvent entre factions, c'est du jeu, on s'amuse, c'est des collègues, et on se fait les pires crasses. Et on en rigole au bivouac. Alors que le Crossroad, on se posait la question avec Mino, est-ce qu'ils vont s'aider? Est-ce qu'ils vont pas s'unir? Est-ce qu'ils vont pas faire ci? Ils ont raison, tant mieux, eh ben, ils perdent des points, tant pis, on vous a laissé faire. Et en fait, chaque année, on se rend compte que la solidarité prime sur la compétition, et ça pour nous, c'est agréable à voir. Au-delà de la compétition, bah, les mecs, ils restent humains et ils savent que c'est d'en chier, quoi. Ça, c'est agréable. Des airsofters qui sont là pour la gloriole et dire c'est moi qui ai gagné, c'est moi je, bon, j'en ai rencontré, c'est pas intéressant. Sur ces éditions de Crossroad, quelles qu'elles soient, en sortant du concept de la compétition, parce que là, si on aide un autre binôme, on sort ce concept-là, c'est que mieux, tant mieux. Parce qu'on rejoint ce côté plaisir de ne pas laisser quelqu'un
qui va être frustré sur le bas-côté. Donc c'est plutôt bien. Moi, je sanctionnerai pas, bien au contraire, je laisserai faire parce que ça serait dommage qu'un binôme soit obligé d'arrêter parce que il a vu les autres passer en courant et que lui, il est plus capable de courir. C'est dommage. Après, c'est le jeu aussi, mais ça reste un jeu. Je le répète encore une fois. Je vous propose qu'on s'arrête sur cette note positive, à moins que vous ayez encore quelque chose à rajouter tous les 2. Il va y avoir des projets pour l'année prochaine. On vous demandera d'être présent parce que ça risque d'être très sympa. On les attend avec impatience. Mon binôme, change de travail, il est en train de me dire: «Ouais, je sais pas si je pourrais y aller et tout», donc je suis en train de le bouger, n'hésitez pas à remettre un petit coup dans la fourmilière pour le motiver. Ça marche. Merci en tout cas Camille et Minou de nous avoir partagé votre petit bébé que vous avez créé de A à Z ensemble. Nous reverrons prochainement Minou pour parler d'ACP en long, en large et en travers. Et vous, chers auditeurs, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le liker, le partager sur les réseaux sociaux, à le commenter, à donner de la force à Camille et Minou qui nous créent des challenges ACP de plus en plus impressionnants et de plus en plus difficiles. Et si vous voulez plus de renseignements sur les anciens challenges Crossroad ou les prochains, n'hésitez pas à contacter Mino ou Camille sur le Discord ACP. Le lien est dans la description. Salut à tous! Au revoir. À bientôt sur le terrain. Merci à toi.